Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 460 du podcast Touchdown Actu. Alors, on était très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview. On est déjà en semaine 14 de la NFL en 2021. Lucas Vola est avec moi. Bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde. Plus qu'un gros mois. Ça y est. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir avancé dans la saison, mais comme il y a une semaine de plus, finalement, il reste encore un gros mois. Comme je dis, c'est quoi, c'est 9 janvier ou 10 janvier, quelque chose comme ça, la semaine 18 maintenant. Mais c'est surtout qu'au plus on s'avance, des playoffs, donc c'est de plus en plus excitant, et puis au plus on s'avance aussi de la fin de la saison, donc du coup c'est un peu chiant. C'est vrai que mine de rien, on est à 2 mois, c'est 13 février je crois le Super Bowl, donc le jour où on enregistre, on est à 2 mois et 4 jours de la fin de la saison. Donc c'est vrai que ça va assez vite quand même, mine de rien. Bon, il reste encore beaucoup de choses évidemment à faire en NFL cette année. Qu'est-ce qui se passe en AFC? Qui va gagner, qui va se qualifier? On va essayer de faire un point sur cette conférence. Alors là, ça va, pas besoin de risquer de jinxer une équipe parce qu'on va parler de 13 équipes. Ouais, là, nickel. Ce sera pas de notre faute s'il y en a qui perdent, a priori, ça semble assez logique. On va quasiment faire la moitié de la NFL. L'affiche Cardinals-Rams pour parler un petit peu de NFC, les pronostics, les meilleures cotes, c'est la preview de la semaine. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Que se passe-t-il en AFC? C'est la grande question. Alors, parce que tu disais, on est à un mois de la fin, Lucas. Mais on est à un mois de la fin de la saison régulière et on n'y voit pas beaucoup plus clair quand même en AFC. C'est-à-dire qu'on a une course au play-off avec 13 équipes. Entre le premier et le 13e, il y a 3 victoires d'écart. Entre le deuxième et le 13e, il n'y a que 2 victoires d'écart. On a 8 victoires pour les équipes en deuxième position, 6 pour les Dolphins qui sont 13e. C'est très équilibré. Lucas, est-ce que c'est un signe que c'est très équilibré et c'est très bien, ou est-ce que ça veut dire que les favoris déçoivent quand même? Les favoris déçoivent. C'est sûr que quand on pense à l'AFC, on pense, par exemple, aux deux finalistes de l'année dernière, les Bills et les Chiefs. Et forcément, les Chiefs, ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'était pas un début de saison incroyable. Et puis même là, on a encore pas mal de doutes sur certaines parties de leur attaque. Les Bills, c'est pareil, ils viennent de perdre contre les Patriots. Ils font une saison en montagne russe, donc c'est vrai que ça déçoit un petit peu. Ensuite, on pense aux Browns qui font une demi-finale l'année dernière, qui sont derniers de leur division en ce moment. Donc c'est vrai que en tout cas, par rapport à ceux qui étaient là l'année dernière et qu'on imaginait continuer sur leur lancée et on imaginait retourner en finale ou parmi ces demi-finales, même s'ils peuvent toujours le faire, bien entendu, mais c'est vrai que ça déçoit un petit peu. Après, c'est toujours intéressant et c'est toujours sympa d'avoir une conférence où tout le monde peut se qualifier. C'est vrai que dans quasiment toutes les divisions, il y a encore du suspense. Donc, c'est vrai que il y a un peu de ça, il y a un peu des favoris qui sont un petit peu en dedans et que par exemple les Bills, ils devraient être au premier de la FC Est, être devant les Patriots, même si les Patriots sont bons en ce moment, on les imaginait pas être derrière, mais c'est toujours sympa d'avoir, comme tu le dis, 13 équipes sur ce total-là, et puis même pour les supporters, par exemple des supporters des Dolphins qui étaient à 1-7 ou quelque chose comme ça, qui sont désormais à 6-7, c'est toujours bien de se dire qu'on est encore dans la course. Alors, toutes les équipes de l'AFC ont au moins 4 défaites. L'an dernier, les 7 équipes en play-off avaient perdu 5 matchs au maximum. Donc là, forcément, on n'y arrivera pas. Les Chiefs avaient terminé à 2 victoires, les Bills à 3, les Steelers à 4. En 2019, on avait les Ravens à 2 victoires, les Chiefs et les Patriots à 4. Donc clairement, c'est beaucoup plus homogène, il y a plus de défaites pour tout le monde, on n'a personne qui domine comme ces dernières années. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui ressemble à un favori? Est-ce qu'il y a une équipe vraiment qui t'inspire confiance dans le lot? Puisque tu parlais des Bills et des Chiefs, les deux finalistes. Les Chiefs, c'est 4e actuellement, les Bills, c'est 7e. Si on regarde la photo play-off actuelle. J'ai envie de te dire non. Tout simplement parce que si on prend les premières divisions, alors si je me trompe pas, il y a Baltimore
difficile de dire qu'ils nous inspirent confiance en ce moment. Ils sont à 8-4. Alors c'est très fort et ça peut être très fort, mais en ce moment c'est pas incroyable. Il y a New England qui est très fort, mais il y a tout. Et sortir de ma bouche, c'est en plus ça, certainement bizarre de l'entendre, mais New England, j'ai envie d'attendre encore un petit peu. Même si c'est très fort, ils battent les Bills, certes, mais on l'a dit, vous l'avez répété, les conditions n'étaient pas forcément idéales pour avoir un match où on a vraiment une photo complète des forces en présence entre les Bills et les Patriots. Donc j'ai envie d'attendre un petit peu, je peux pas les annoncer comme favoris. Donc ça fait 8-4. De l'autre côté, il y a les Chiefs, je crois qu'ils sont à 7-4 ou 8-4 ou quelque chose comme ça. 8-4 aussi. 8-4 aussi, donc... Comme tu disais, les Chiefs, c'est comme on le disait, les Chiefs depuis le début de la saison, on a encore pas mal de questions, beaucoup plus que ces dernières années, donc j'ai du mal à les mettre comme favoris. Et la dernière division, c'est les Titans, je crois, qui sont à 8-4 aussi, et on a du mal à les mettre favoris quand on voit ce qui se passe en ce moment et quand on voit les blessés. Donc j'ai envie de te répondre non. Alors, on va essayer de classer. On va faire une tier list. Je te fais des propositions et tu vas me dire si t'es d'accord ou pas. On a 13 équipes, donc on va essayer d'être efficace et de les répartir. Je te propose comme première catégorie, trop de lacunes pour passer. On va essayer de chercher ceux qui vont en play-off. On parle donc des play-offs. Ouais, on va essayer d'en voir 7 qui vont en play-off et ou qui peuvent jouer le titre. Enfin voilà, on va essayer. Donc, ceux qui sont trop justes, qui ont trop de lacunes, je te dirais les Broncos, qui n'ont pas de quarterback, qui ont un quarterback solide, tu vois ce que je veux dire, on l'a dit assez. Les Browns, qui ont beaucoup de blessures et un quarterback qui a du mal. Et les Raiders. Ouais. Et division compliquée, les Raiders qui sont sur une dynamique compliquée, qui ont perdu beaucoup d'armes ces derniers temps, etc. Et les Dolphins qui ont une défense qui monte en puissance, mais qui pour l'instant ont quand même battu surtout des peintres. Est-ce que ceux-là, pour toi, ils sont dans la course mathématiquement, mais en vrai, bon. J'ai un tout petit doute sur les Dolphins, et c'est bizarre de dire ça par rapport aux autres équipes que tu annonces, parce que les Dolphins, alors il faudrait voir leur calendrier, mais ils sont dans une division où c'est pas incroyable comme division. Là où je crois que pour l'instant, mais globalement, oui, je suis assez d'accord. Les Raiders, je suis assez d'accord, c'est trop inconstant. Les Broncos, on l'a vu, de toute façon, à chaque fois qu'on essaye d'y croire un petit peu, ça s'arrête. Je me rappelle plus les Browns dont tu as parlé. Non, tu as parlé des Broncos, tu as parlé des... Broncos, Raiders, Browns, Dolphins. Ouais, allez, c'est vrai que même les Dolphins, je me hype un petit peu peut-être avec une série de 5 victoires qui en fait peut-être n'est peut-être pas représentatif de exactement ce qu'est cette équipe. Donc je vais partir avec toi sur cette tier list, ouais. Alors attention, hein, on me dit souvent évidemment que je suis dur avec les Dolphins. Ils ont une très bonne défense, on minimise pas, c'est la NFL, ils ont maintenu tous leurs adversaires en dessous de 17 points sur les 5 derniers matchs. Mais voilà, c'est Texans, Ravens, aucun problème, Jets, Panthers, Giants. Ouais. Bon. Après, tu l'as dit, leur avantage, c'est en effet le calendrier. Ils jouent Jets, Saints, Titans, Patriots. Jets, c'est évidemment à leur portée. Saints, il y a beaucoup de blessés et un quarterback qui n'est pas toujours régulier en ce moment. Titans, il y a énormément de blessés. C'est l'équipe la plus blessée de la ligue. Et les Patriots, bon, match de division sur une dernière semaine. Ouais. Pourquoi pas, hein. Et puis ils ont l'habitude en plus de, même dans n'importe quelle situation, de faire un petit coup face aux Patriots une fois par an. Donc. Et ils les ont battus en première semaine, hein, d'ailleurs. Ah, bon, peut-être que le coup est déjà fait alors. C'est un peu le... Mais donc sur le calendrier, ils ont encore un espoir. Après, je trouve que oui, les références des victoires sont quand même un peu faiblardes pour aller embêter ce qu'il y a au-dessus. Les potentiels troubles faits / ventre mou, c'est-à-dire ces équipes qui, à mon avis, peuvent aller en play-off, mais risquent d'être un peu juste pendant les play-offs, par contre, pour aller au bout. Les Colts, défense agressive, jeu au sol énorme, énigme au poste de quarterback quand ça va s'accélérer, mais on a vu des équipes aller en play-off grâce à ce type de philosophie, les Ravens ces dernières années, etc. Les Steelers sont quand même une vraie inconnue en attaque, mais ont une excellente défense. Donc on a aussi vu des équipes se faire porter par leur défense jusqu'au play-off, mais ne pas aller au bout parce qu'ils n'ont pas le quarterback ou le jeu pour. Et puis Bengals et Chargers, qui me semblent plus complets que les deux qu'on a cités, mais qui sont quand même inexpérimentés et irréguliers relativement. Ouais, les deux dernières, c'est clairement ça. Ils sont, comme tu le dis, c'est exactement ça, inexpérimentés, irréguliers. Du coup, c'est vrai que, voilà, comme tu le dis, ils vont être capables de se qualifier, certainement. Et puis après, ils vont peut-être même être capables de faire un coup sur un premier match. Et puis après, ça m'étonnerait pas, ou en tout cas, je serais pas surpris que sur un match suivant, ils prennent une rouste parce que, comme tu le dis, manque d'expérience, manque de constance. Donc, oui, je suis assez d'accord. Ce sont des équipes qui peuvent se qualifier
et qui peuvent même battre une équipe sur un wildcard round, par exemple, mais qu'on a du mal à aller voir plus loin. Alors, est-ce qu'on met les Patriots dans cette catégorie des troubles faits / ventre mou, ou est-ce qu'ils sont déjà au-dessus ? C'est-à-dire que il y a un vrai point d'interrogation sur le jeu de passe quand la pente va s'élever. Mais après, ils ont une excellente défense, ils ont un excellent jeu au sol, ils ont le meilleur coaching du plateau. Ouais, et puis ça va peut-être contredire ce que j'ai dit juste avant, mais c'est vrai que je les mettrais dans le tiers, en tout cas dans le groupe d'au-dessus, parce qu'ils ont quand même... Alors certes, par exemple, Mac Jones est pareil, c'est un rookie, il a un peu moins d'expérience, comme tu disais, il a clairement pas d'expérience, notamment en playoff, mais autour de ça, et on a vu typiquement lundi soir, ils sont capables de gagner de manière différente, ils sont capables de gagner dans des situations un peu compliquées, et on le sait en playoff, c'est un match, peu importe ce qui se passe, peu importe si les conditions climatiques sont difficiles, peu importe s'il y a des blessés en face ou pas, peu importe si en début de match, il y a des erreurs qui font que le plan de jeu doit changer en cours de match, et on l'a vu souvent en playoff, et je pense que les Patriots, ils l'ont prouvé pour le coup, sont capables de s'adapter à peu importe ce qui arrive, que ce soit pendant le match ou avant ou pendant, enfin. Donc je les mettrai quand même, je les sens capables de gagner 2-3 matchs d'affilée en playoff. Par contre, calendrier difficile pour les Pats, Colts, Bills, Jaguars, Dolphins pour terminer. Alors il y a les Jaguars au milieu, mais les 3 autres c'est quand même des prétendants directs au playoff. Donc, ouais. Ça va pas être facile. Donc on va dire que le 3e tiers et le dernier c'est les vrais prétendants. Donc tu me dis on met les Patriots dedans, très bien. Titans, donc il nous reste Titans, Ravens, Chiefs et Bills. Pour moi les Titans et les Ravens sont vraiment à cheval entre les deux à cause des blessures en fait. Ouais, clairement. Clairement, c'est vrai que... Et en plus, surtout qu'on voit pas ces deux équipes, notamment au vu de la nature des blessures qu'ils ont, on voit pas ces deux équipes devenir un peu mieux en termes de santé. On les voit pas arriver en play-off avec un groupe plus élargi. On parle de Marlon Humphrey, Marcus Peters qui sont absents pour la saison, Derrick Henry qui est absent pour la saison. Donc c'est vrai que... Derrick Henry, ils espèrent encore, je crois, le récupérer en toute fin de saison régulière. Mais... Ouais. Mais pour ce genre de choses, notamment les running backs, on a toujours peur que ça soit plutôt des éléments de langage ou comme tu dis des espérances. Après, de toute façon, on n'est pas médecin, on peut pas savoir. Mais quoi qu'il arrive, même s'il arrive en fin de saison, il aura un manque de rythme. On le sait que c'est pour les coureurs, c'est important. Donc, je suis d'accord avec toi que on est obligé de les mettre au-dessus parce qu'ils sont pour l'instant premiers de leur division et qu'ils ont quand même fait des matchs où les deux équipes où on se dit quand même Baltimore, Tennessee, ça peut être quelque chose. Mais c'est vrai que c'est limite. Ouais, j'ai envie de dire, on laisse les Ravens parce qu'ils ont un ancien MVP, même s'il est en difficulté en ce moment, et on laisse les Titans parce qu'ils défendent très bien depuis le début de l'année. Et qui sont bien coachés. Et en play-off, on le sait que c'est important, ils ont déjà fait des coups. Donc les Titans, les Ravens et les Patriots sont dans le tiers des prétendants, et des qualifiables plutôt évidents en play-off, on va dire. Donc il nous reste Kansas City et Buffalo, qui mine de rien, je trouve, restent finalement au-dessus du lot. C'est difficile à dire, sachant que Buffalo vient de perdre contre les Patriots, c'est même paradoxal. Et que Kansas City n'est pas quand même Kansas City ne roule pas sur tout le monde comme ils l'ont fait. En fait, peut-être que on a des espérances qui sont au-dessus de ce qu'on devrait avoir pour Kansas City parce que ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils roulent sur tout le monde et qu'on se dit on les imaginait faire la même chose. Maintenant, c'est vrai qu'ils trouvent des solutions différentes pour gagner. Donc c'est compliqué pour moi de les mettre vraiment au-dessus. Mais en même temps, si on doit parier une finale de conférence, c'est vrai qu'on aurait du mal à se tourner, enfin en tout cas à tourner le dos à ces deux équipes-là. Alors moi je t'explique le raisonnement pour moi, en tout cas c'est de dire ils ont une meilleure défense que l'an dernier. Et oui. C'est presque je sais pas si c'est une bonne chose, mais en fait il y a une sorte de scénario dans ma tête où je me dis ils ont une meilleure défense que l'an dernier, imagine si leur attaque repart, ce qui est pas délirant à imaginer avec Andy Reid et Patrick Mahomes quand même à un moment. Tu te dis, là, ils sont clairement, si leur attaque repart un minimum, en fait, avec la défense qui est devenue meilleure, en fait, ils sont en bonne position, quoi. Oui, mais est-ce que leur attaque, c'est pas ça maintenant ? Je veux dire, on a toujours l'impression qu'ils vont repartir. Ça fait plusieurs semaines qu'on se dit, oui, mais ça, c'est bon, c'est un match. Après, on se dit, oui, mais c'est une période. Il y a tous les quarterbacks qui ont eu cette petite période. Et puis, l'attaque. Et puis, finalement, on parle beaucoup, par exemple, de ces deux safety, enfin, de la défense des équipes adverses qui défendent face aux Chiefs avec 2 safety très profonds et qui posent beaucoup de soucis à Mahomes. Là, en l'occurrence, leur match face aux Broncos, les Broncos ont beaucoup joué avec qu'un seul safety, et pourtant ça a quand même posé un petit peu de problème à l'attaque. Donc en fait, oui, on a toujours la chose de se dire ça va aller mieux parce que c'est Mahomes, parce que c'est Andy Reid, parce que c'est cette équipe-là qui va aller mieux, comme on a eu l'habitude de le dire avec Tom Brady notamment. Mais
j'ai envie de me dire que c'est peut-être pas ça. Hein. En fait, moi, ça me paraît pas délirant de dire que j'ai une sorte de bénéfice du doute permanent parce que c'est Andy Reid, c'est un mec qui a quand même mené des attaques et je me dis, il a quand même un crédit suffisant pour se dire qu'il y a un moment où il va bien trouver une solution, quoi. Ça, c'est ce qui me fait dire qu'ils sont encore au-dessus. Après, ça fait 13 matchs quand même. C'est pas, on n'est pas sur un sample de 3-4 matchs. Mais tu vois, après, ils sont 3e sur les yards gagnés et 13e sur les points. Oui. Ils ont du mal à conclure, donc est-ce que tu sais, c'est un peu. C'est pas Cristiano Ronaldo. 13e sur les points. Ouais, le ketchup. Ouais, le ketchup, tu vois, tu tapes, et puis il y a un moment, il y a tout qui va venir. En même temps, 13e sur les points, si j'avais dit ça au début de la saison, on nous aurait pris pour des fous, mais c'est normal. Mais là où, tu vois, j'ai le bénéfice du doute, c'est que Andy Reid, depuis qu'il est arrivé aux Chiefs en 2013, le pire pour son attaque, c'était 16e sur les points. C'était en 2014, c'était sa deuxième année. C'était avec Alex Smith aux commandes, etc. Mais sinon, il fait, donc depuis 2013, sur les points, c'est 6e, 16e, 9e, 13e, 6, 1, 5, 6. Donc, tu vois, je me dis, là, ils sont 13 en étant quand même performants sur les yards gagnés. Peut-être qu'il y a un moment où ça tourne. Mais après, je suis d'accord avec toi, ça se trouve, c'est leur niveau et on est biaisé parce qu'on croit trop en Andy Reid. Et voilà, mais dans une conférence si homogène pour l'instant, je me dis, quitte à croire en quelque chose qui pourrait tourner, c'est peut-être une attaque d'Andy Reid, quoi. Oui, donc, c'est peut-être d'un côté la seule certitude qu'on ait, et d'un autre, on se dit, il va falloir que ça vienne quand même. Mais après, oui, parce que Buffalo a un effectif complet aussi. Mais Josh Allen est un peu en dents de scie, ils ont perdu Tre'Davious White, on parlait de blessures, etc. Mais c'est les deux effectifs. Après, moi, si je devais parier, allez, on va parier, sur une finale de conférence aujourd'hui, tu me dis Chiefs-Patriots, je trouve pas ça délirant. Hein. Je suis d'accord, je pense que ça... Ouais, c'est comme tu dis, si on devait parier... Je parlais tout à l'heure de Chiefs-Bills, difficile de se tourner, mais c'est vrai que les Patriots peuvent très bien finir premier de leur conférence, avec des matchs à domicile en play-off. Donc oui, ça peut être Chiefs-Patriots, ça serait sympa pour l'histoire, pour ce que ça, le symbole, ça serait pas mal. ESPN, ils ont commencé déjà à sortir des articles sur un Super Bowl Buccaneers-Patriots, hein, tu te doutes bien que... Ah bah oui, là on est carrément à l'étape au-dessus, ça serait encore mieux, c'est sûr que ça serait encore mieux. Là, ce serait incroyable. Allez, les 7 qui passent pour toi. Les 7 qui passent, alors je vais essayer de faire les Patriots, les Bills, je vais essayer de faire par division, ça fait 2, les Chiefs ça fait 3, les Titans ça fait 4, et après il va falloir se tourner vers cette division de l'AFC Nord qui est toujours les Ravens, ça fait 5, les Chargers, les Bengals, les Chargers 6, les Bengals, j'hésite entre les Bengals et les Steelers par l'expérience, mais les Steelers ont une fin de calendrier compliquée. Allez, les Bengals. Donc je crois que c'est les 7 qui sont actuellement qualifiés. Alors attends, je vérifie du coup. Mais je me demande si je reviens même pas aux 7 même aussi. Parce que... alors attends, tu m'as dit... Donc Patriots, Titans, Ravens, Chiefs, Chargers, Bengals, Bills. C'est ce que tu m'as dit. Ben voilà, t'as les 7 actuels. Alors moi je vais les donner par vainqueur de division. Donc Chiefs, Colts, ils pourraient repasser devant parce que sur la faveur de la dynamique. Patriots, Ravens. Et pour les wildcards, mais tu vois, c'est pareil. J'ai donc les Titans parce qu'ils vont descendre un peu, mais je pense qu'ils vont s'accrocher. Les Bills parce que ça devrait passer. Et puis Chargers ou Bengals. Ah, mais il faut choisir, hein. Moi, on m'a demandé d'en avoir 7. C'est le moment. Ah oui, donc c'est ça. Moi, j'ai fait monter les Colts. C'est pour ça. Et eux, ils sont pas dans le truc actuel. Donc il faut que j'en vire un des deux actuels. Oh la vache, c'est dur. Entre Chargers et Bengals, j'ai du mal parce que pour moi, c'est deux équipes qui se ressemblent un peu, quoi. Ah ouais, clairement. Ça peut se jouer au calendrier et les Bengals sont bons dans leur division. Ils font partie des équipes qui... Ouais, mais du coup, je trouve que les Chargers repartent un peu. Là. Ils viennent de taper les Bengals, j'aime bien leur dynamique. Je vais dire Chargers, allez. Je vais dire Chargers. Mais vraiment, entre les deux, ça se joue. Donc, la finale de conf, allez, on dit quoi ? Moi, je t'ai dit Chiefs, Patriots. Ouais, j'ai pas envie de dire la même chose que toi, mais en même temps, c'est vrai que les Chiefs, du mal à imaginer l'inverse. Les Chiefs Patriots parce que ça serait sympa. Ce Super Bowl Patriots Buccaneers, tu sais pourquoi ESPN ils font des articles, hein, c'est parce que ce qui clique le plus c'est Tom Brady et les Patriots. Tu mets les deux ensemble dans un Super Bowl. Là, les mains dans les poches, ils se régalent. Laisse tomber les audiences. C'est l'affiche du jeudi.
Ce n'est pas l'affiche du jeudi, évidemment, c'est l'affiche de la semaine. L'affiche du jeudi, on en parlera dans les pronos. Notre affiche, ce jeudi d'enregistrement, c'est le match du lundi entre les Cardinals et les Rams. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on fait le Monday Night d'ailleurs. À la suite, deuxième match entre ces deux équipes. Les Cardinals ont gagné à l'aller 37-20 avec beaucoup de yards dans ce match. Les Cardinals avaient confisqué le ballon, plus de 200 yards au sol pour eux. Deux équipes qui savent attaquer dans des styles un peu différents. Est-ce que du côté de la défense, ce sont pas les Cardinals qui sont les plus complets? On a un peu évoqué le sujet mardi sans toi, Lucas, et Raphaël nous défendait qu'au final c'est la meilleure équipe en NFL maintenant, notamment parce qu'ils ont une très bonne défense dont on parle relativement peu. Oui, totalement. Moi, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est clairement les Cardinals. Et bon, c'est impensif que je vais dire. Ils ont le meilleur bilan de la NFL, mais c'est l'équipe la plus complète. Ils sont capables de gagner dans tous les secteurs. Et tu l'as dit, en attaque, ils sont capables de gagner, mais en attaque, ils sont capables de gagner dans les airs et au sol. Et en défense, ils sont capables de gagner des matchs. On l'a vu quand Kyler Murray était absent. Ils font 2-1, je crois, parce qu'il est absent 3 matchs. Alors certes, les oppositions n'étaient pas tout le temps, notamment les Rams, mais ils sont capables de gagner grâce à leur défense parce qu'elle est complète. Et on le voit, il y a des playmakers dans cette défense, Buda Baker, il y a des joueurs qui sont capables de faire tourner le match en la faveur des Cardinals. Et toute cette défense-là, et en effet, on en parle moins parce qu'il n'y a pas comme disent les Américains, le star power comme Jalen Ramsey, comme Aaron Donald, dont on va parler à chaque fois. Mais clairement, si je dois prendre une défense entre les deux sur ce match à l'heure actuelle, je prends la défense des Cardinals. Les Cardinals autorisent 23 yards de moins que les Rams en moyenne par match, une phrase difficile. Surtout, ils autorisent 18,7 points par match, alors que les Rams en autorisent 22,5. Donc même statistiquement, hein, ils sont au-dessus. Et on parle beaucoup Aaron Rodgers, Jalen Ramsey chez les Rams, très bien. Mais Chandler Jones, Marcus Golden a 10 sacks. Buda Baker est un des meilleurs safeties de la ligue. Isaiah Simmons, Jalen Thompson. Enfin, j'ai même l'impression qu'il y a plus de qualité chez les Cardinals dans l'ensemble de la défense. Et puis il y a pas beaucoup de trous, comme tu dis, il y a pas beaucoup de trous. Alors JJ Watt était important, en tout cas il faisait un bon début, il s'est blessé, mais comme tu le dis, ça on a peu vu, c'était un bonus, mais c'était pas donc on a peu vu de différence. Comme tu le dis, ils sont capables de mettre la pression sur le quarterback avec des pass rushers, ils sont capables de couper des receveurs avec des safety, avec des corners qui sont très bons. Donc en effet, elle a peu de défauts pour l'instant, elle a peu de lacunes criantes cette défense. Alors, est-ce que l'attaque des Rams peut les déborder? C'est quand même la grande question. Des Rams dont les dernières victoires ont été contre les Jaguars, Texans, Lions, Giants. C'est pas dingue. Et puis surtout qu'à chaque fois qu'ils ont fait un gros match, leur seule victoire, et tu m'arrêtes si je me trompe, leur seule grosse victoire dont je me rappelle cette année, c'est face aux Buccaneers en début de saison. Ça commence à remonter un petit peu, mais derrière, ils ont perdu contre les Cardinals, comme tu l'as dit, ils ont perdu contre les Packers, ils ont perdu contre Titans, les Titans, 49ers. Dès qu'il y a un gros match, on les sent un peu hors dedans. Et moi, alors on en avait parlé un petit peu il y a quelques semaines déjà, et j'ai l'impression que dans le combat, dans le physique, dans les tranchées, ils sont pas au niveau espéré par rapport à un gros match en fait. Alors ça passe quand ils jouent les Jaguars, quand ils jouent les autres équipes dont tu as cité le nom, parce qu'ils ont du talent, ils ont de la qualité et ils ont des joueurs qui en moyenne par rapport à d'autres équipes NFL sont incroyables. Mais quand il faut matcher une autre équipe qui a au moins autant de talent ou un tout petit peu moins, mais qui par contre est à 100% dans toutes les phases, sur toutes les 50-50 dans les lignes et tout, eh ben ils sont dominés. Et donc c'est vrai que j'ai du mal à les voir gagner un gros match pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'il y a ces difficultés-là. Le jeu au sol est moyen. Ils espèrent que Sonny Mitchell monte en puissance. L'absence de Robert Woods fait mal quand même aussi. Donc je suis même pas sûr qu'ils débordent vraiment ou qu'ils mettent vraiment en difficulté. Alors, mettre en difficulté forcément, c'est un gros match, mais je suis dubitatif sur leur capacité à vraiment faire beaucoup de mal à cette défense. On attend de voir Odell Beckham régulier sur un match, qui a vraiment, encore une fois, ce que fait Robert Woods. Et j'ai fait un peu sourire les deux autres mardi en disant que Van Jefferson était plus important qu'Odell Beckham. Pour l'instant, j'ai tendance à trouver couille. Après, c'est pas contre lui. Van Jefferson, il a fait toute la préparation, il connaît peut-être mieux le playbook, etc. Mais je trouve qu'il manque un truc à cette attaque en termes d'explosivité, en termes de régularité. Je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise. C'est presque moins impressionnant que les Rams de l'année où ils vont au Super Bowl avec Jared Goff. En termes offensifs?
Ouais. Peut-être parce qu'il y avait la dimension Todd Gurley encore à l'époque. Mais... Oui. Je sais pas, j'essaie de me rappeler en termes défensifs clairement, mais en même temps, hein, cette année-là, ils ont une défense incroyable, ils atteignent un niveau défensif rarement égalé. En termes offensifs, quand même pas, parce que quand même, peu importe ce qu'on dit sur Matt Stafford, et on l'a répété, on connaît l'expérience Stafford, on sait qu'il est capable de faire des matchs où il passe à travers, où il est un peu moins bien, où on se dit mais comment c'est possible, mais il est quand même aussi capable de faire des matchs où on se dit c'est bien meilleur, hein, c'est un pas top Jared Goff. Voilà. Je sais pas. L'ensemble dégageait un peu plus de. Voilà, il y avait Sean McVay avait l'air d'orchestrer ça de manière un peu plus virtuose. Ce qui est vrai, c'est que cette année, on sent pas de certitude. On sent pas de choses où on se dit sur chaque match, on va pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui va pouvoir... alors oui, il y a Cooper Kupp, mais on sait qu'on peut pas... C'est difficile de s'appuyer sur un receveur. Là où de l'autre côté, si on est obligé de les comparer, les deux équipes, elles sont dans la même division, elles s'affrontent, elles ont déjà joué. Là où de l'autre côté, on sent qu'il y a des certitudes, et même quand il y a des absents, et même quand il y a des absents de marque, on sent que cette équipe, elle a des certitudes au sol, dans les airs, en défense. Là, on a moins de certitudes. Il faut un match référence, en fait, tout simplement, pour les Rams. Je suis en train de rechecker la campagne 2018. Ils étaient deuxième sur les yards, deuxième sur les points. Ils avaient un Todd Gurley qui était à 1251 yards et 17 touchdowns au sol. Je pense que la différence, elle est là. C'était qu'à cette époque-là, et ils rajoutaient 580 yards et 4 touchdowns dans les airs. Hein, donc, c'était quand même quelque chose. Et puis derrière, tu avais Woods qui était à 1200 et Brandon Cooks à 1200 pour les receveurs. Donc c'était une sorte de festival, quoi, de feu d'artifice permanent, dans mon souvenir. Bon, sauf au Super Bowl, évidemment. Oui. Où il n'avait marqué que 3 points. La clé du match pour toi? La clé du match, j'ai envie de dire Matt Stafford, c'est un peu bateau. Ce que je vais dire, c'est toujours facile de prendre un quarterback pour clé du match, mais en même temps, c'est tellement ça de cette équipe-là. On parlait de certitude. Ce quarterback, quand il joue à son niveau, c'est presque un top 5 de la ligue. Enfin, mais en même temps, on ne sait pas trop, notamment cette année, quel Matt Stafford va arriver le week-end. Donc, j'ai envie de dire que je vais aller sur Matthew Stafford. Moi, je vais aller sur la défense au sol des Rams parce que ça a été le problème dans le match aller. Ils ont pris plus de 200 yards. Et je dis pas que c'est des très bons joueurs, hein, Kyler Murray et DeAndre Hopkins. Mais du coup, comme ils reviennent tous les deux de blessures, plus ou moins, si tu arrives à faire quelque chose au sol, de les forcer un petit peu justement à être, à avoir un match où il faut qu'ils soient au top niveau une semaine après avoir repris la compétition, où ils n'ont pas été très sollicités dans le match précédent. Voilà, ce serait une bonne mise à l'épreuve, parce que, encore une fois, je pense qu'il va falloir que les Rams sortent un gros match défensif s'ils veulent s'en sortir. Donc, défense au sol des Rams. Pronostic. Eh bien, malgré tout ce que je viens de dire, je vais mettre les Rams pour plusieurs raisons, parce que, alors, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a quelques divisions comme celle-ci, et je pense notamment à la NFC Nord et la NFC Ouest, où chaque match de division défie chaque fois toute logique. Je le répète un peu toutes les semaines. Et puis surtout, que je le disais, les Rams ont besoin d'un match référence. On est sur un Monday Night Football, toutes les équipes auront joué, on le sait, tous les yeux seront tournés vers ce match-là. On attend beaucoup des Rams parce que c'est une des équipes dont on parle le plus, et que ce soit nous, on est les premiers, et puis même aux États-Unis, beaucoup en parlent parce que Sean McVay, parce que ce gros trade, parce qu'il y a des stars. Il faut un match référence. Ils sont un peu tensés pour leur manque de physique, justement, en tout cas de motivation. Je les vois sortir le match référence qu'on attend des Rams depuis le début de la saison. Ok, bon écoute, moi je vais rester sur les Cardinals parce que là pour le coup je vais être dans la logique. On a en effet une des équipes les plus complètes de la ligue, donc je vais leur faire confiance. Les pronostics. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go, work on three. 1, 2, 3, work! La 14e semaine de NFL, on va donc se pencher sur les pronos. Une semaine difficile, je crois, pour toi, comme Lucas. toutes les semaines, là aussi, c'est... Comme tout le monde. Allez, 8 pour Victor, 8 pour Lucas, 8 pour moi, 9 pour Grégory, 10 pour Raoul et 11 pour Raphaël, qui est le grand gagnant de cette semaine, puisqu'il prend large 125 bons pronostics, soit 64,4%. On a quasiment 2 tiers, de bons pronos quand même. 122 pour Raoul et moi, 121 pour Victor, 118
118, Grégory 112 pour Lucas. Ah ouais, là, la première place, ça va être dur maintenant parce que tu as 13 d'écart. Ça ferait une semaine complète quasiment de pronos inversés et gagnants. De toute façon, c'est encore un jeu où c'est pas le meilleur qui gagne, ça. Alors attends, ceci étant dit, on passe à 2 points par match en play-off. Ah, ça, j'étais pas au courant. Bah, bien sûr, c'est bon. Tous les ans. Bon, tous les ans, on passe à 2 points par match en play-off. C'est bon, alors. C'est bon. Tu sais, il y a même une année, on avait triché, on avait augmenté tous les points chaque semaine de play-off pour arriver à 10 points sur le Super Bowl pour que ça se joue à qui tout double. C'était il y a très longtemps, mais on avait vraiment fait ça. Donc, les matchs de la semaine. Vikings-Steelers, c'est le premier match. Il aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, si vous nous écoutez le vendredi matin, vous connaissez le résultat. Vikings-Steelers. Match impossible à prédire, j'ai envie de dire, Lucas, parce que les Vikings, ils jouent toujours au niveau de l'opposition. Les Steelers, Ben Roethlisberger va faire quelques bonnes actions par match. Est-ce que ça suffira ? En fait, j'ai envie de te corriger en disant, si vous nous écoutez le vendredi matin, vous allez nous écouter et vous rendre compte qu'on s'est trompé. Tout simplement. C'est probable. Mais parce que exactement, comme tu dis, c'est difficile de pronostiquer. Les Vikings, sur 12 matchs, ils en ont 11 qui se sont joués à moins de 7 points. Les Steelers aussi, je crois qu'ils en ont 7 ou 8 qui sont joués à moins de 7 points ou 8 points. Donc, et à chaque fois, on l'a dit, on l'a répété, on le répète chaque semaine, les Vikings, ils sont à la hauteur de l'opposition. Si je dois choisir, je vais prendre les Vikings pour une raison. Les Steelers se basent... Alors certes, Big Ben est capable de faire quelques actions pour faire gagner un match, mais les Steelers se basent surtout sur leur défense et notamment leur pass rush, TJ Watt forcément. Les Vikings ont l'une des meilleures lignes offensives de la ligue avec très peu de sacs encaissés. Et puis quand ils font un match mauvais, ils sont capables d'en faire un très bon la semaine d'après, ne serait-ce que pour sauver le poste de Mike Zimmer. Donc je vais dire les Vikings, mais honnêtement, comme tu le dis, c'est très compliqué de s'avancer. Bon, Adam Thielen absent quand même, et Dalvin Cook incertain au moment où on se parle. Je vais prendre les Vikings aussi. C'est marrant parce qu'il y a l'unanimité sur le papier dans la rédaction, mais je pense qu'on est tous très tiraillés. Mais sur le papier, tout le monde a pris les Vikings pour un peu les mêmes raisons. Le match rebond, quoi. Les matchs du dimanche, Panthers 19h. J'ai dit quoi là, Panthers 19h. Bon, Panthers Falcons, on passe sur les matchs de 19h dimanche. Le coordinateur Joe Brady viré par les Panthers, Cam Newton titulaire. Les Falcons qui semblent quand même plus solides contre les faibles, ils ont battu les Giants, les Jets, les Dolphins, les Saints, les Jaguars. Donc en général, quand c'est vraiment juste à leur niveau, ils prennent. C'est leur premier match, ces deux équipes, c'est la première fois qu'ils jouent l'un contre l'autre, je crois, puisque de toute façon, tu l'aurais cité. Ils vont jouer 2 fois, mais... En effet, les Falcons, comme tu le dis, ils ont ce truc-là de se dire de gagner contre les équipes qui sont juste en dessous. Ils ont déjà joué, ouais. Ouais, tu fais bien de me le dire, ils ont déjà joué et les Panthers avaient gagné 19-13. 19-13, ouais. Mais à cette époque-là, Christian McCaffrey devait certainement être là. Alors, c'était Sam Darnold... non, pas de Christian McCaffrey. Ils avaient gagné 203 yards au sol avec un Chuba Hubbard à 24 portées. Donc, oui, il y avait eu 47 courses pour 25 passes. Côté Carolina, c'était assez clair. Ouais, bah c'est un match, à mon avis, c'est un match qui pourrait ressembler à ce premier match. 19-13, t'as dit, ça va être serré, ça va pas forcément être très beau, malheureusement. Après, c'est pareil, les Falcons face aux Buccaneers, ils ont pas été ridicules. Non, ils sont solides quand même, ils ont des petites armes. Moi, je vais sur les Falcons. Pareil, et je crois que je dois avoir mis les Panthers parce que j'ai fait ça ce matin, mais je vais mettre les Falcons, ouais. Les Browns contre les Ravens. Les Ravens ont gagné le match aller. Lamar Jackson avait lancé 4 interceptions et ils avaient gagné quand même. C'est vraiment 2 équipes qui piochent, mais alors vraiment beaucoup. 2 équipes de sol, 147,1 yards par match. Pour les 2 équipes, la même moyenne au 10e près. Qui va réussir à imposer sa force au sol du coup dans ce match ? Les Browns parce que ils sortent d'une défaite face aux Ravens, ils sortent d'une semaine de repos, ils ont pensé qu'à ça depuis 2 semaines. Ils ont les armes, c'est juste que ils ont du mal à les mettre en même temps. Et pour les Ravens, c'est plus compliqué. Je vois les Rams plutôt avec l'avantage dimanche. Les Browns, tu veux dire, les Rams. Ouais, les Browns. Je suis. Allez, on arrive en 14e semaine, il fait froid. C'est compliqué. Prenez n'importe quelle équipe. De toute façon, c'est pour ça qu'en fait, je suis nul en prono. Non, les Browns, bien entendu, vous l'aurez compris.
Tu sais, des fois, les gens nous disent, c'est vrai qu'on l'a dit certaines années, peut-être le réexpliquer pour les auditeurs les plus nouveaux. Des fois, on nous dit, oui, vous allez trop vite sur les pronos, vous détaillez pas assez sur les matchs, etc. Je pense que, je sais pas si je parle pour toute la rédaction, mais en tout cas, je parle pour moi. Des fois, on va un peu vite sur les pronos parce que des fois, c'est aussi Madame Irma et que moi, je trouve que autant passer plus de temps d'émission le mardi sur les débriefs parce qu'on a du concret à analyser que d'épiloguer ou de faire semblant de savoir ce qu'on en précision et d'être péremptoire en disant il va se passer ça, ça et ça alors qu'on le sait pas. Donc oui, des fois les pronos on va un peu plus vite. Je sais pas comment tu le vois toi. Mais moi c'est pas moi qui vais dire le contraire, surtout qu'en prono, moi je suis beaucoup plus à l'aise à analyser ce qu'on a vu et ce que tout le monde a vu et puis parler de choses que de ce qu'on pourrait potentiellement voir, surtout cette année. Où en fait, j'ai l'impression que c'est encore pire que les années précédentes, c'est ça. Où il peut y avoir des logiques qui sont totalement défaites 2 jours après, donc je partage ton avis. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on fait maintenant le jeudi un thème de la semaine et quelque chose d'aussi plus froid, entre guillemets, au début de l'émission. Donc pour revenir à ça, on a dit quoi ? Donc tu disais les Brands ? Ouais, ou les Rams, comme vous voulez. Voilà, du coup, il faudra que tu changes aussi sur le fichier, t'as mis les Ravens. Ouais, bah tu vois, comme quoi. Et pourtant, alors pour pas spoiler à quelle heure on fait ce podcast, mais pourtant j'ai fait les pronostics, là, il y a 2 heures avant, 1 heure avant. Ouais. Écoute, moi je vais te donner les Ravens, parce que Lamar Jackson ne peut pas relancer 4 interceptions, a priori, et qu'ils ont gagné quand même, et que les Browns ont quand même du mal en ce moment, mais c'est vrai que c'est un match de division, donc c'est toujours incertain, mais les Ravens pour moi. Texans Seahawks, ce sera Davis Mills ou Tyrod Taylor, on ne sait pas trop, parce que Tyrod Taylor s'est fait mal, à un ligament de la main, si je ne dis pas de bêtises. Ça n'aura pas vraiment d'importance si Russell Wilson et ses receveurs confirment leur retour en forme. Oui, là normalement, si tout se passe bien sur le fichier prono, j'ai mis les Seahawks, et normalement je vais confirmer ça. En effet, les Texans sortent d'un match très compliqué, peu importe si c'est Taylor ou David Mills, ça ne devrait pas changer grand-chose. Les Seahawks sont dans l'obligation de gagner pour espérer encore quelque chose sur la fin de saison. Ils sortent un gros match, une grosse deuxième mi-temps face aux 49ers, tu l'as dit, avec des receveurs qui reviennent un petit peu en forme. J'ai du mal à voir les Texans s'imposer. Fais attention, c'est Davis Mills. Davis Mills. Ouais. Davis, sinon tu vas avoir des ennuis. On nous l'a déjà fait remarquer qu'on faisait l'erreur à un moment. Kansas City, donc Seattle pour tout le monde, hein, on est d'accord. Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, c'est très intéressant. C'est 2 équipes dont on a parlé dans la course au playoff, c'est 2 équipes de la même division. Il y a de plus en plus évidemment de duels de division à l'approche de la fin de saison. On l'a dit, les Chiefs ont mieux en défense, ils sont 8e sur les points encaissés. Ça semble quand même un match encore pour eux minimum en défense face à une attaque qui a un Darren Waller incertain. On va pas le redire encore une fois, il y a Deshaun Jackson maintenant à la place d'Henry Ruggs, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve que la défense, je vais pas dire peut suffire, mais ça semble fait pour eux, parce que même la défense des Raiders ça levait un peu le pied ces derniers temps d'ailleurs. Oui, parce que on a beaucoup parlé de l'attaque des Chiefs en disant tout à l'heure que c'était pas forcément une certitude. On va parler certainement de la défense là en disant que ça devient une certitude. Là, ça y est, c'est clairement l'une des meilleures défenses, si ce n'est de la NFL, de la conférence. Ils ont vraiment la capacité à faire déjouer les adversaires avec du blitz, avec des choses que Steve Spagnuolo met en place. Et en effet, je les vois mettre les Raiders en grande difficulté, ne serait-ce que par la défense. Derrière, Patrick Mahomes va peut-être faire des erreurs comme il l'a fait, mais on l'a vu la semaine dernière lors du Monday Night, ou c'était le Sunday Night. Ça suffira, je pense, comme tu le disais. Donc, en effet, pour moi, c'est les Chiefs. Les Chiefs pour tout le monde. Jets, Saints, des Jets très faibles, des Saints diminués par les blessures. Même si Alvin Kamara semble sur le retour, même si Taysom Hill s'entraîne au moment où on est là. Deontay Harris est suspendu quand même, par contre. C'est pas facile. Les Jets ont montré un petit éclair offensif la semaine dernière, mais il y a quand même bonne défense des Saints. Marcus Davenport d'ailleurs s'entraîne à nouveau. Ouais, j'ai sur les Saints pour la défense, quoi. Je crois que j'ai mis les Saints aussi. En effet, Zach Wilson fait une bonne première mi-temps la semaine dernière. C'est à noter parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début de la saison. Mais leur défense est tellement compliquée et tellement difficile on a du mal à donner des arguments pour que cette défense soit bonne. Comme tu le dis, en face, les Saints vont pouvoir ralentir les Jets. Et puis, même, peu importe qui y aura au poste de quarterback ou au poste de running back, ils vont marquer assez de points à cette défense pour s'en sortir, je pense. Donc, je vois New Orleans aussi. Les Titans contre les Jaguars, Julio Jones a repris l'entraînement. A priori, rien qu'avec leur jeu au sol, quand même, les Titans peuvent s'en sortir. Ils avaient collé quand même 270 yards au sol dans leur match contre les Patriots, sans Derrick Henry. Il y a trop peu de choses pour les Jaguars de partout, c'est pas nouveau. On disait que les Titans peuvent s'accrocher à la course au playoff, c'est notamment grâce à ce genre de match de division.
Oui, clairement, ils sentent les Colts revenir derrière, même s'ils ont l'avantage du tiebreaker, mais il faut quand même qu'ils prennent ce genre de match-là, comme tu le dis, pour être un peu plus serein et puis pouvoir lâcher ou en tout cas ne pas se permettre, en tout cas pouvoir se permettre de perdre d'autres matchs suivants. Donc là, face aux Jaguars, même avec les blessures, je les vois devant. Donc Titans pour tout le monde. Washington, Dallas, choc de la NFC Est. Premier match entre les deux équipes cette année. Les Cowboys, c'est quand même 3 défaites en 5 matchs. Washington, c'est 4 victoires de suite. Et alors là aussi, on en parlait la semaine dernière et on s'était dit, je t'avais repris un petit peu en rigolo parce que tu disais Dallas était sûr de partir avec la division. Il reste 2 matchs entre ces deux équipes-là et on le sait, c'est peut-être aussi, et je l'ai dit la semaine dernière, ça peut être une histoire de match-up. Il y a 2 matchs de retard pour Washington sur Dallas. Il reste 2 matchs. Voilà, les calculs sont là. Pour Washington, c'est simple. Il faut déjà gagner ces 2 matchs-là, à commencer par dimanche. Et comme tu le dis, la dynamique, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais la dynamique, elle est pour les joueurs de Ron Rivera. Donc je vais dire Washington. Après, ils battent pas non plus des... Non, mais c'est de mieux en mieux. Hein. Mais c'est de mieux en mieux. Ouais. C'est de mieux en mieux. Et en même temps, par exemple, Dallas a perdu contre les Broncos. Et je vois pas particulièrement les Broncos bien meilleurs que Washington. Hein. C'est vrai. Non, mais je dis ça parce qu'il y a la victoire contre les Buccaneers vraiment qui relance tout. Mais sinon, leurs autres victoires de la saison, c'est Giants, Falcons, Panthers, Seahawks, Raiders. Avec un Russell Wilson qui revenait de blessure de mémoire à ce moment-là qui était affreux. Bon, oui, mais je vais rester moi sur Dallas parce que c'est des victoires serrées pour Washington. C'est 2 points contre les Raiders, 2 points contre les Seahawks, 6 contre les Panthers. Je vais rester encore une fois sur les Cowboys parce qu'il y a Micah Parsons en face pour la défense de Dallas, parce qu'il y a quand même plus d'armes, que ça revient petit à petit à Mari Cooper, etc. Je vais rester sur Dallas pour ça. Tu prends qui du coup ? Washington, ouais. On passe à 22h. Broncos-Lions, Denver, qui est quand même une équipe sérieuse. C'est moins fort que les Vikings, mais ils sont plus sérieux. Donc normalement, ils doivent battre les Lions, on est d'accord. Ouais, l'analyse est bonne. L'analyse est bonne, comme tu dis, c'est moins fort. Alors les Lions, on le dit tout le temps, ils vont s'accrocher. Mais en effet, Denver s'est fait une identité depuis le début de la saison de battre ce genre d'équipe pour qu'on continue de parler d'eux jusqu'à la fin. Et c'est tant mieux. Et c'est l'une des choses les plus difficiles, de battre les équipes plus faibles que soi. On l'a vu avec les Vikings. Donc en effet, je dirais Denver parce qu'il y a plus de talent et parce qu'ils vont être plus sérieux. Ouais, insister au sol, quelques bonnes passes, 3e défense contre les points, sur les points autorisés, ça passe. Denver pour tout le monde. Chargers, Giants, Daniel Jones touché à la nuque, Mike Glennon a une commotion, donc peut-être Jake Fromm titulaire. Apparemment déjà pour Daniel Jones au moment où on se parle, c'est un peu râpé. Pour Mike Glennon, c'est incertain. Ils espèrent qu'il sort du protocole commotion d'ici là. Bon, quoi qu'il arrive, ça sent quand même pas très bon pour New York. On peut pinailler sur le nom du quarterback, mais... Ouais, non, là on peut. Alors comme on dit à chaque fois, la défense va peut-être poser des problèmes aux Chargers un petit peu parce que Keenan Allen n'est pas tout à fait sûr de jouer, Mike Williams aussi, il y a des incertitudes aussi, mais même sans ces deux receveurs, Justin Herbert est capable de mettre assez de points à cette défense, en tout cas plus de points que l'attaque en face, parce que comme tu le dis, peu importe le quarterback, ça semble compliqué. Ça. Je pense qu'au bout d'un moment, la défense peut être solide, mais là, il faut qu'elle soit monumentale pour sauver Jake Fromm ou Mike Glennon. Quoi. Après, attention, les Chargers, comme tu le dis, ils montrent leur inexpérience, et même parfois pendant le match, ils sont bien, puis d'un coup, ils ont des périodes un peu de mou. Ça suffira face à New York, mais c'est peut-être aussi l'occasion de faire un match complet. Bon, Chargers pour tout le monde ? En tout cas pour moi. Tu vois, c'est pour les phrases type « ça suffira contre New York » que je me méfie des séquences pronostiques. Ouais, clairement. Et heureusement que personne s'amuse à sortir ces petits bouts pour montrer Clairement. à la fin de l'année à quel point on est hors sujet. Clairement. Bon, tu sais, quand les Bills avaient perdu contre les Jaguars, je pense que je me rappelle plus de l'émission d'avant, mais on avait dû dire « c'est là, on prend même pas le temps d'en parler, ça va être une boucherie. » Bon. Buccaneers, Bills, ça aurait pu être l'affiche de la semaine, hein, c'est parce qu'on a beaucoup parlé d'AFC qu'on n'a pas mis en affiche, puis qu'on avait déjà fait les Bills dans l'affiche de la semaine dernière. Bon, les Buccaneers sont quand même l'équipe qui marque le plus de points NFL. Tre'Davious White n'est plus là pour les Bills. Ça semble quand même assez nettement favori, pourtant pas. Ouais, gros test pour Buffalo. Ils avaient ce gros test là lundi. On leur laisse le bénéfice de ces conditions climatiques qui forcément ont renversé la table et ont tout bouleversé. Là, ils ont un gros test face à une équipe, comme tu le dis, qui est très forte, qui en ce moment est très bien, qui recommence à retrouver son allant de l'année dernière. Voilà, je suis curieux de voir ce que va faire Buffalo face à cette équipe-là, à l'extérieur. Je vois Tampa, je vois les Buccaneers parce que, comme tu le dis, la dynamique en plus est du côté des joueurs de la Floride, mais ça va être un beau match. Hein. Oui, par contre, au niveau j'ai du mal à voir le scénario où Buffalo gagne, c'est-à-dire qu'il faut
En fait, est-ce que c'est le scénario classique des équipes qui jouent Brady à travers les âges, c'est-à-dire grosse pression sur le quarterback, quoi, et puis un Josh Allen qui retrouve un peu de sa superbe dans sa connexion avec Stephen Diggs. C'est vrai que, et peut-être que les pronostics vont nous le dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient les Buccaneers parce que, mais ne serait-ce que sans, il faut qu'ils trouvent la solution pour gagner les Bills parce que vu comment se passe leur saison, il y a peu de chances qu'ils jouent à domicile beaucoup de matchs de play-off. Ils vont se qualifier, on l'a dit certainement. Alors certes, ce sera pas les Buccaneers parce qu'ils sont dans une autre conférence, mais ça prouve qu'ils vont devoir aller gagner à l'extérieur des matchs de play-off. Et ça, on a envie de les voir sortir un gros match à l'extérieur avec tout qui clique en défense, en attaque, parce que face à Tampa Bay, il faudra. Donc, comme tu dis, difficile de voir le scénario, mais les Bills, ils doivent le trouver. Buccaneers pour tout le monde. Buccaneers. Bengals 49ers, deux équipes qui ont perdu la semaine dernière à la recherche d'un rebond. Difficile à lire aussi ce match, hein. Les deux équipes ont des playmakers des deux côtés du ballon, mais c'est pas du tout le même style de jeu. Même si Joe Mixon est très fort, tu me diras, parce qu'on va pas résumer les Bengals à la connexion chaise-bureau, qu'on aime beaucoup, mais c'est vrai que San Francisco, c'est plus le côté rouleau compresseur. Si Deebo Samuel n'est pas là, ce qui est encore incertain, pourrait être débordé quand même. C'est plus compliqué. Après, la semaine dernière, on a dit qu'on attendait le retour de George Kittle. Je pense que, je sais pas s'il écoute le podcast, mais en tout cas, il nous a prouvé qu'il était de retour. Ouais. C'est exactement la même analyse que la semaine dernière. Pour moi, les 49ers sont meilleurs, je pense, que les Bengals. Maintenant, même si les Bengals sont une équipe très complète, on l'a dit. Maintenant, les 49ers ont une marge extrêmement fine. Ils peuvent pas se permettre d'avoir trop de pénalités, donc c'est toujours, ça va beaucoup dépendre du scénario du match. Maintenant, j'ai envie de dire San Francisco, mais comme tu dis, ça peut faire une belle opposition de style. Après, San Francisco est capable de faire déjouer Joe Burrow. Joe Burrow, c'est quand même le quarterback qui lance le plus d'interceptions dans la ligue. Il est à 14. Mine de rien, lui aussi, il est un peu à l'image de son équipe, il est un peu inconstant. Il est à 14 notamment parce qu'il prend 36 sacs cette année, c'est le 4e en NFL. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Après, s'il prend un sac, il ne lance pas d'interception. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il est beaucoup sous pression, quoi. Oui, forcément, ça joue. Et je vais mettre les Bengals, mais j'ai peur qu'ils soient sous une pression énorme toute la soirée et que c'est ça qui fasse la différence en faveur de San Francisco. Ils ont montré, parce qu'il y a un moment où ils avaient très bien démarré cette année, ils ont eu un petit coup de mou et puis on se disait c'est le rêve qui se casse, c'est bon, et ils étaient revenus. Donc je me dis que là, ils ont peut-être encore les moyens de réagir après la rousse qu'ils ont pris contre. Et encore, ils reviennent à 2. Ouais, ils reviennent à 2 points la semaine dernière. Je veux dire, ils passent pas totalement à travers de leur match. C'est ça. Mais ils ont cette irrégularité, un peu de jeunesse au sein des matchs, au sein de la saison. Je vais dire les Bengals, mais match très très incertain. Donc 49ers pour toi. Hein. Pour moi, 49ers. Packers-Bears, donc dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h20 du matin. Andy Dalton donc devrait... Ah non, pardon, Andy Dalton ne sera pas le quarterback. J'avais préparé mes fiches avant qu'ils annoncent Justin Fields. Justin Fields est de retour, youpi. Il va se faire écraser parce que ça défend très très dur en face quand même. Oui, ça défend très très dur. On l'a dit, Aaron Rodgers possède Chicago. On se rappelle du match aller où il avait chambré. Il y a une grosse défense. Il y a une équipe qui sort d'une semaine de repos. On le sait, les bonnes équipes, il vaut mieux pas les prendre quand elles sortent de semaine de repos, surtout quand elles sont bien coachées. Difficile de voir Chicago l'emporter. Et ils ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs. Leur seule victoire, c'est contre les Lions à Thanksgiving. Et puis la semaine dernière, ils jouent contre les Cardinals après leur semaine de repos, justement. Et on a vu ce que ça a donné. Donc Packers pour tout le monde. Et puis le dernier, c'était Cardinals-Rams. On en a parlé dans la fiche. Lucas prend les Rams. Je suis sur les Cardinals. Et Lucas, tu es à seul contre tous, hein, je te le dis, parce que Raoul, Grégory, Raphaël, c'est Cardinals pour l'instant. On attend le prono de victoire, mais tu es seul contre tous sur le Cowboys Washington aussi, hein, je vois. Écoute, au bout d'un moment, il faut sortir de sa zone de confort. C'est le tout pour la remontada. Les cotes. Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Est-ce que tu es sur ta page ? Est-ce que tu as des cotes qui t'intéressent, Lucas ? Alors oui, j'ai des cotes qui m'intéressent. Forcément, San Francisco, je viens de le dire, je les vois s'imposer. Et quand on regarde les cotes de ces matchs, on se dit bien que même les gens qui font les bookmakers, c'est toujours la phrase que je dis, mais ils savent même pas ce qui va se passer. Et si même eux savent pas, on se doute bien que nous, on sait rien. Mais je crois qu'ils sont à 1,76, San Francisco à l'extérieur. C'est toujours des cotes intéressantes. Du coup, il y a des trucs intéressants sur ce que tu crois, parce que si t'es vraiment chaud sur les Rams, ils sont à 2,01. Je me le suis noté. Washington aussi à 2,52.
Mais alors, Ah ouais. je me suis noté plutôt sur un YOLO. Ouais. Moi, j'irais sur les Falcons à 2-0-4. On a dit qu'ils étaient sérieux contre les équipes plus faibles qu'eux. Même s'ils ont perdu contre les Panthers à l'aller, j'ai presque envie de dire, justement parce qu'ils ont perdu contre les Panthers à l'aller, souvent dans les divisions, ça s'équilibre. Ouais. Donc, je dirais 2-0-4 pour les Falcons. Je crois que dans mon point prono de la semaine sur les réseaux sociaux, je les ai même pris à plus 4, que ça faisait monter la cote encore. Avec 4 points au plus pour la victoire. Mais là, je vais dire 2-0-4 en direct. Pour la troisième, donc, ouais, on va se garer peut-être Washington pour le YOLO. Qu'est-ce qu'on a sinon ? Il y a Baltimore, j'ai noté à 2-0-6, Ouais, le même si Baltimore, j'aimais il les est pas mal Browns. aussi. Mais... Ouais, parce qu'il est plus équilibré que de les mettre à 2-0-6. Ouais. Je trouve. Eh bien écoute, 49ers 1,76, Falcons 2,04, Ravens 2,06, ça fait 5 € misés, 36,98 € de gain potentiel, et évidemment vous pouvez tous les jouer en simple, ces équipes. Par exemple, si vous mettez 5 € sur le Ravens à 2,06, ça fait 10,30 € de gain potentiel. Le YOLO, alors on a dit... Washington, tu m'as dit, ouais, je recherchais. Sur le YOLO, je me suis noté Washington à 2,52. Et qu'est-ce que tu penses d'un Steelers à 2,35 ? On vient de dire que c'est un match qui est difficilement pronosticable. Alors, je t'aurais dit oui, mais c'est le match du jeudi, donc c'est trop tard pour nos auditeurs la plupart du temps. En effet. Les Bills à 2,30. Les Bills à 2,30, oui, dans un YOLO, oui. Tu fais tomber le champion, la réaction, quoi. Et les Rams à 2-0. Ouais, les Rams à 2-0. Donc on a rajouté à Ravens, Falcons, 49ers, on a rajouté Washington 2,52, Bills 2,30 et Rams 2,01. 5 € misés, 452,12 € de gain potentiel. C'est presque un YOLO prudent. Si vous voulez être complètement dingue, il y a les Bears à 5,05. Mais ça, la semaine dernière, on était à plus de 500, je crois, parce qu'on avait mis les Lions et on n'avait pas été. T'as vu ? On avait de temps en temps. Non, si vous voulez vraiment être méga YOLO, il y a du Giants à 3,95, du Jaguars à 3,75, des Raiders à 3,75, Texans à 3,58. Les équipes de vraiment fond de tableau, du coup, prennent en effet des cotes monstrueuses. Honnêtement, je suis en train de chercher un que je pourrais mettre pour rigoler, pour faire. Allez, le doublé des Lions, évidemment, ils sont en feu, tu vois. Ah oui, la dynamique positive. Là, si tu rajoutes les Lions au YOLO qu'on a fait, donc on était à 452 de gain potentiel sur 6 matchs. Si tu rajoutes les Lions à 3,65 en 7e match, ça te fait passer ta mise de 5 € à 1729,27 € de gain potentiel, puisque tu as un bonus multimax et ça te fait une cote de 314,50 au total. Donc, quoi qu'il arrive, les Lions, il faut avoir le cœur bien accroché. Ouais, là, les Lions contre Denver... là, vraiment, ou alors il donne une prolongation à Dan Campbell dans la foulée. Ce serait incroyable. 2 victoires de suite à Détroit, ça vaut une prolongation de contrat. C'est le tarif. C'est le tarif. Voilà comment se termine l'épisode 460 du podcast Jeune Actu. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier. La chaîne Twitch, je le mentionne d'ailleurs, twitch.tv/TouchdownActu en entier, puisqu'il y aura de plus en plus d'actualités sur Twitch et d'activités sur Twitch dans les semaines à venir. On vous rappelle que l'émission vous était présentée par Unibet, d'ailleurs notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Vous venez de l'entendre. Je voulais rappeler un autre truc. Ah oui, c'est ça, j'oublie toujours l'émission Draft. Vous nous écoutez probablement jeudi soir ou vendredi ou samedi. N'oubliez pas évidemment d'écouter nos camarades de l'émission Draft qui sont sur le même flux. Et si vous nous écoutez sur YouTube, les émissions Draft sont en exclus sur les flux audio, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Vous avez tout sur votre portable, vous n'êtes pas obligé d'avoir une fenêtre YouTube ouverte. YouTube en plus sur mobile, c'est compliqué parce que vous pouvez pas avoir 2 applis en même temps. Enfin bref, venez sur Spotify, Apple, Podcast Addict, Pocket Cast. Enfin, c'est pas les options qui manquent a priori. Pour les Twitter perso, @elvola pour Lucas et @Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. L'émission Draft samedi, le fauteuil dimanche à 18h et les matchs évidemment à 19h, et après on reprend la semaine normale, débrief, tout ça. Merci beaucoup les gars. Avec plaisir. Merci encore une fois à tous de nous écouter. Je vous l'ai dit, on se retrouve dimanche à 18h dans le fauteuil en direct sur YouTube et bientôt sur Twitch. N'oubliez pas de vous abonner à Twitch. Ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.